Bonne nouvelle pour le TGV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc le titre de la table ronde, juste pour me présenter, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors et le Global Aging, donc vieillissement démographique plus marché des seniors. Le titre, c'est assistance à la robotique auprès des aidants et des personnes dépendantes. Juste quelques chiffres que je voulais un peu introduire. Quand on parle d'aidants en France, d'aidants âgés, il y a environ, de personnes dépendantes en France âgées, il y a environ 1,3 million de personnes dépendantes âgées. L'âge moyen de la dépendance, c'est au-delà de 80 ans, et ça représente environ 9 millions, un peu moins de 9 millions d'aidantes ou d'aidants, dont moitié-moitié, c'est pas tout à fait ça, mais presque moitié-moitié sont professionnels et familiales. Enfin, professionnels, oui, puis la famille. Et bien sûr, à cela, il faut ajouter les personnes des différents types d'âge qui peuvent avoir un handicap ou pouvoir avoir un problème de santé, être patient et pouvoir avoir besoin d'une réadaptation. Donc, la première personne à nous parler est Viviane Pasqui, qui est maître de conférence à l'Institut des systèmes de robotique et d'intelligence et de robotique. Je vous laisse la main pendant 7 minutes. 7 minutes, ou plus de temps que prévu. Bonjour, merci d'être là, nombreux. Je vais vous parler de l'autre robotique. Depuis ce matin, vous entendez parler de robots compagnons, ceux qui ne touchent pas, qui aident par la parole, par le regard, avec qui on échange verbalement. Moi, je vais vous parler d'autres robots. Des robots qui sont des vraies machines, qui ne sont que des machines, ou presque. Donc, comme l'a dit M. Bonnel tout à l'heure, un robot, c'est avant tout une machine avec des moteurs pour bouger et pour faire bouger, auquel on a rajouté des capteurs pour observer, s'observer soi-même et observer l'environnement, et sur lequel on a rajouté des algorithmes, souvent, très souvent intelligents, l'intelligence artificielle. Avec ça, eh bien, on va pouvoir aider différemment des gens qui, de toute façon, ont besoin d'aide. Alors, on va prendre des aides techniques conventionnelles et on va les augmenter. On va les augmenter à l'aide des technologies de la robotique. Ces technologies de la robotique, c'est mettre ensemble des moteurs, des capteurs, des algorithmes. Alors, pourquoi augmenter les aides conventionnelles? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, avec l'âge, la mobilité se dégrade et lorsque la canne ne suffit plus, on passe au déambulateur. Lorsque le déambulateur ne suffit plus, eh bien, on n'a pas d'autre choix que d'être dans un fauteuil roulant. Et cet événement est très difficile à vivre et amène à des tas de difficultés et parfois très graves. Or, les technologies de la robotique permettent de faire de nouveaux assistants, des assistants qui ne vont pas remplacer les précédents. Une canne simple aura toujours son rôle, mais avant de passer au déambulateur, on peut imaginer une autre canne qui fasse moins qu'un déambulateur, mais plus qu'une simple canne. Avant de passer au fauteuil, on peut imaginer des déambulateurs qui fassent plus qu'un déambulateur conventionnel et encore des exosquelettes. Donc je vais vous présenter ces 3 objets qui sont ni plus ni moins que des objets qui existent de façon conventionnelle, c'est-à-dire non augmentés des technologies de la robotique. Donc, pour commencer, les cannes. Les cannes, alors c'est très rare, on voit surtout des cannes blanches augmentées des technologies de la robotique, à savoir de capteurs. Des capteurs que l'on pourrait mettre pour, bien sûr, monitorer le rythme cardiaque, monitorer l'activité, monitorer aussi, et pourquoi pas, les chutes, parce qu'une canne ne va pas empêcher de chuter, mais elle peut compter, dire où, quand. Il peut y avoir un bouton d'alarme pour dire là je suis en détresse, là je suis perdu. Voilà, une canne, ça peut donc faire des tas de choses, mais ça peut aussi, et on le voit, donc je vais essayer le pointeur laser. On le voit sur le dernier, raté.
Sur la dernière figure, tout à droite, donc la canne active. Pourquoi active? Parce qu'elle a un moteur et une roue, donc c'est la canne à roulettes, mais une roue qui est contrôlée et qui va permettre à la canne de ne pas avoir à être soulevée. C'est un appui constant qui avance à l'allure de la personne, qui est donc une assistante sécurisée avant, bien sûr, de passer au déambulateur. Donc, les déambulateurs, il y en a beaucoup plus dans le monde, il y en a une cinquantaine. Au départ, c'est une base mobile, donc un robot avec des roues motorisées qui permet de naviguer tout seul, donc d'aider une personne, lorsqu'on lui met 2 poignées, à se déplacer dans un endroit inconnu. Et puis, les chercheurs se sont dit, eh bien, on va utiliser cet objet, le designer et l'utiliser pour les personnes aveugles. Ça a donné le Ouido qui, dans les années 90, a été commercialisé, mais très vite abandonné vu son prix. Et puis, ça a donné PAM aux États-Unis, où la commande, cette fois-ci, est partagée. Il s'agit de personnes Alzheimer, donc qui sont conduites lorsqu'elles sont perdues et à qui on redonne la main lorsqu'elles sont en environnement donné. Et puis les chercheurs, comme ça, ont soit joué avec la partie mobile, donc les roues motorisées, soit joué avec les poignets en permettant jusqu'à, eh bien, l'aide à la verticalisation, à l'assistance au transfert assis debout. Donc on voit qu'on peut augmenter le déambulateur, bien sûr lui ajouter comme à la canne du monitoring, mais on peut aussi lui activer les poignets, lui activer la roue et pourquoi pas aider aux déstabilisations et éviter une chute. Pas un malaise, bien sûr, la chute avec malaise restera une chute, mais lorsqu'on a des instabilités posturales, on peut imaginer que le déambulateur, parce qu'il est actif, parce qu'il peut réagir, parce qu'il a cette intelligence et ces capteurs, eh bien, puisse prendre la main sur le mouvement de l'humain. Enfin, les exosquelettes. Alors les exosquelettes, il y en a de toutes sortes. Il y a le premier, celui de ma figure introductive qui datait des années 80 et qui était une usine à gaz. Et là, on voit comme ils ont évolué. Alors, il y a les exosquelettes pour les militaires. Il ne s'agit pas cette fois d'aider une personne à marcher, mais d'augmenter la force d'une personne. Et la problématique est complètement différente parce que dans ce cas-là, l'humain contrôle sa posture et contrôle aussi la posture de l'exosquelette. L'exosquelette ne fait qu'augmenter sa force. Dans la même optique, on voit des exosquelettes de genoux ou des exosquelettes de hanches qui ne font qu'augmenter la force. Alors, par exemple, pour le genou, il s'agit d'un hémiplégique qui n'a plus la force, en fait, ce n'est pas une question de force, mais qui ne peut plus bouger convenablement son genou. Et l'exosquelette ne va faire qu'augmenter, que donner un petit peu de travail mécanique pour que la marche se passe convenablement. Idem pour l'exosquelette de la hanche. Ensuite, il y a un exosquelette assez particulier puisque vous voyez qu'il n'y a pas d'attache et qui permet juste une assistance à l'assise lorsque la personne est fatiguée. Donc là, la personne peut marcher, peut se déplacer, mais est vite fatiguée. Et dans ce cas-là, elle peut marcher tout en restant assise. Mais elle a toujours la possibilité d'avoir son équilibre. Enfin, on voit le HAL de Cyberdine. Donc le HAL de Cyberdine, au départ, c'est un ensemble bras et jambes. Ici, il n'y a que les jambes. Ils se sont diversifiés. Et juste ces jambes ont été utilisées dans un hôpital pour des personnes âgées qui ne pouvaient plus marcher. Elles ont été utilisées associées avec un déambulateur conventionnel. Le principe est complètement différent des autres exosquelettes puisque cet exosquelette-là est commandé par votre esprit. C'est-à-dire qu'en fait, l'activité musculaire, l'activité électrique de vos muscles est mesurée et en fonction de cette activité électrique, le robot réagit. Donc ici, il faut bien sûr avoir encore un contrôle de ces muscles, c'est-à-dire que ce n'est pas pour les paraplégiques. On en vient aux derniers exosquelettes, ceux qui sont faits pour les paraplégiques. Le Rewalk, bien sûr, qui est commercialisé maintenant depuis un certain nombre d'années et qui fonctionne alors avec 2 accessoires. Le premier, très important, qui est les béquilles. Les béquilles. Sans les béquilles, eh bien, le paraplégique n'aurait pas la possibilité de se stabiliser puisque cet exosquelette n'est pas autoportant, ne se stabilise pas et ne stabilise pas la personne.
Et il a en plus une montre qui permet de passer d'un mode à un autre. Alors du mode assis debout, du mode je marche, du mode je monte les escaliers, etc., etc. Donc il faut chaque fois que le paraplégique choisisse son mode sur la montre et agisse. Enfin, le dernier qui relève tous ces challenges, c'est celui de Wondercraft, donc une jeune start-up, et qui se propose de faire un exosquelette à la marche pour paraplégiques, mais sans béquille, c'est-à-dire un exosquelette qui se stabilise et stabilise le paraplégique, et sans montre, c'est-à-dire qui soit réactif au mouvement de la personne pour suivre instantanément les mouvements de la personne. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et enfin, le challenge de l'industrialisation. Ce qui se fait en recherche et ce qui se fait pour être commercialisé, est totalement différent. Il faut, bien sûr, alors comme le disait Vincent Dupourquet, un robot, ça peut être très cher. Donc, il y a beaucoup de travail à mener sur la simplification et la robustification de tout ce qui est utilisé en recherche pour aboutir à des produits qui finalement seront acceptés d'un point de vue financier, économique, par la société. Actuellement, un robot compagnon à 20 000 €, c'est effectivement, ça serait difficilement acceptable. Un bon compagnon, quoi. Un compagnon très cher. Voilà. Mon cher compagnon. Deuxième présentation, donc Monsieur Gauthier Caron-Thibault, vous êtes directeur, vous êtes conseiller du directeur à l'action sociale nationale au niveau de la CNAV. Je vous laisse la parole aussi pendant 6-7 minutes. Oui, ce ne sera pas vraiment une présentation avec PowerPoint comme vous avez pu le faire. Juste vous dire que la CNAV, on n'est pas des chercheurs, on n'est pas des concepteurs. Néanmoins, on a un rôle de financeur, un rôle d'accompagnateur des porteurs de projets et en particulier des porteurs de projets dans le domaine de la silver economy. À ce titre, en 2015 et en 2016, nous avons financé 63 projets d'aide technique innovante pour un montant global de 7 millions d'euros à peu près, ce qui montre bien du coup notre capacité à nous investir sur le champ du développement de ces aides techniques innovantes. Et parmi ces projets, bon nombre faisaient référence à de la robotique. Fort de ces financements de projets innovants, le conseil d'administration de la CNAV a adopté un rapport qui s'intitule « De la silver economy à la silver autonomie ». Je ne vais pas vous en parler beaucoup plus, je vais juste vous inviter à aller sur le site de l'assurance retraite pour pouvoir le télécharger. Mais juste, on trouve dans ce rapport un certain nombre de convictions qui sont rappelées par les administrateurs de la sécurité sociale. Le fait de dire surtout qu'un environnement numérique peut concourir véritablement à la prévention de la perte d'autonomie à plusieurs égards, mais surtout à plusieurs conditions, dont 2 conditions que je voudrais rappeler ici. La nécessité d'associer la personne retraitée à la définition des besoins des personnes âgées elles-mêmes, mais aussi à la manière d'y répondre, de manière à pouvoir toujours associer la personne âgée au développement du dispositif dans le cadre d'une méthode agile. Tout ça pour éviter d'avoir des produits qui soient trop proches de la dépendance, parce que penser en dehors des véritables besoins des personnes âgées autonomes, qui représentent quand même 90% des personnes retraitées. Et une deuxième conviction, le fait que les aides techniques nouvelles, innovantes, ne doivent pas être substituables à l'aide humaine et vice-versa, mais que l'une doivent induire aussi l'autre aide technique. Donc c'est vraiment de l'aide technique au service de l'aide humaine, et de l'aide humaine qui doit s'enrichir de l'aide technique. Tout cela permet d'avoir une déstigmatisation de la place de l'aide technique dans le parcours de l'autonomie de la personne âgée, et permet aussi de créer du lien social en renforçant la place de l'intervention humaine. À ce titre, 2 projets très intéressants ont été financés en Aquitaine par la CARSAT. Le premier projet, qui est le projet Domassist, qui est le résultat d'un travail mené d'une part par la CARSAT, mais également par l'Université de Bordeaux et également par l'INRIA, l'Institut national de recherche d'informatique et d'automatique, qui vise à équiper d'une part le logement
en capteur, hein, le logement de la personne âgée en capteur, mais qui vise aussi à équiper la personne âgée d'une tablette. Donc les capteurs vont pouvoir observer le comportement de la personne âgée dans son environnement une fois qu'on a fermé la porte et que la personne est toute seule chez elle. Donc le robinet, le frigo, etc., etc. Une fois que tout cela est modélisé, en fonction de l'évolution de la personne âgée, on va pouvoir envoyer sur une tablette qui comporte déjà un certain nombre d'applications simplifiées pour l'envoi de mails, la consultation d'informations, etc., etc. On va pouvoir envoyer sur cette tablette des outils spécifiques qui vont répondre, qui vont pallier au début de perte d'autonomie qui vont pouvoir être repérés par les capteurs. Donc on est véritablement dans un dispositif qui se veut non intrusif, qui se veut déstigmatisant par le fait aussi d'utiliser une technologie moderne et qui surtout agit au bon moment, de manière non standardisée, au moment où la personne âgée a le plus besoin d'avoir un accompagnement spécifique. Un deuxième projet qui s'intitule « Aidant aider, une qualité de vie à préserver » vient d'un constat qui est propre à la CARSAT, puisque CARSAT c'est Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Quand on parle de personnes âgées, on a généralement pas très loin les aidants, que ce soit des aidants professionnels ou des aidants familiaux. Et santé au travail, il suffit juste de regarder les chiffres pour se rendre compte que le secteur de l'aide à domicile est, avant même le secteur du bâtiment, le secteur qui vit le taux d'accident au travail le plus fort. Donc bien évidemment, vu qu'on s'occupe de la santé au travail et vu qu'on s'occupe de la prévention de la perte d'autonomie, donc on envoie du personnel à domicile, il fallait qu'on travaille sur ce dispositif, sur ce sujet, et on a pensé à travailler sur ce sujet à l'aide des aides techniques, justement, pour pouvoir simplifier, améliorer, sécuriser le travail des intervenants à domicile tout en rendant du coup plus efficaces leurs gestes. Ça implique pour nous de former les intervenants au domicile, de les former au repérage des situations de fragilité pour leur activité professionnelle, mais également du coup de les aider dans l'utilisation des aides techniques que l'on va pouvoir mettre à disposition après plusieurs analyses, que l'on va pouvoir mettre à disposition des travailleurs au domicile des personnes âgées. Donc également dans ce champ-là, on a bien une illustration de la non-substituabilité de l'aide humaine et de l'aide technique et le fait qu'une forme d'aide doit induire une autre forme d'aide, et là c'est l'aide humaine qui induit de l'aide technique et vice-versa. Juste en conclusion de mon intervention, on est en train de créer quelque chose de nouveau, là, tous autour. Les pouvoirs publics ont beaucoup investi ces dernières années sur des aides techniques à destination de la prise en charge de la dépendance. Et là, je crois que de plus en plus, avec l'arrivée de la Silver Economy, qui remet en son centre vraiment la personne retraitée et ses besoins, on est en train de créer des aides techniques de prévention de la perte d'autonomie. Et je crois que la logique est sensiblement différente. On est vraiment là maintenant pour envisager des dispositifs qui vont permettre à la personne âgée de continuer à faire aujourd'hui ce qu'elle pouvait faire hier. Et on n'est pas là pour pallier, des éléments de sa vie qu'elle ne peut plus faire. C'est très important à comprendre parce que grâce à ça, on est vraiment dans un dispositif de déstigmatisation, d'association de la personne âgée au développement de ces produits, et on espère pouvoir créer à ça des produits qui répondent vraiment aux nouveaux besoins manifestés par la personne âgée, encore une fois autonome avant tout, puisque aujourd'hui, pour nous, pour les caisses de retraite, la question c'est d'augmenter l'espérance de vie sans incapacité. Ça veut dire que la robotique pourrait aider à changer la culture et nous pousser vers une culture de prévention au niveau du grand âge ? Certainement, à condition qu'elle soit bien utilisée, à condition qu'on ne voit pas la robotique qu'à travers un œil de télésanté ou de e-médecine, mais qu'on voit la robotique pour accompagner des projets de prévention de la perte d'autonomie. Un exemple aussi, en Normandie par exemple, où on travaille avec une structure portée par l'UNA, une structure d'aide à domicile, dans le cadre de l'accompagnement de l'aide à la prise de décision des personnes âgées pour lancer des chantiers d'adaptation de leur logement. On sait très bien qu'un des freins au lancement de ces chantiers, c'est le fait pour une personne retraitée de ne pas réussir à se projeter dans son logement une fois adapté.
Et là, avec cette structure portée par Luna, qui est accompagnée d'un robot, d'un scanner à point, qui arrive dans le logement, qui fait un scan 3D du logement, qui retranscrit un plan en 3D du logement de la personne âgée. Les modifications au logement sont apportées directement sur l'ordinateur et par des lunettes spécifiques, la personne âgée peut se projeter dans son logement une fois réhabilité, une fois adapté, et se rendre compte des avantages que ça peut avoir pour elle. Et ça aussi, l'avantage de porter ce dispositif avec une structure UNA, c'est qu'on a des travaux qui sont faits d'une part pour la prévention de la perte d'autonomie, mais également pour la sécurisation du lieu de travail pour les professionnels de l'aide à domicile. Dans ces expérimentations, les personnes âgées ont eu quel retour, quel recul ou quelle vision après coup de cette robotique ? C'est justement tout ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place. La Silver Economy, c'est une filière économique qui est assez particulière puisque c'est la première filière économique qui se définit par le public qui est visé. Généralement, on parle de la filière bois. Le bois, c'est la matière qu'on transforme. Là, la filière Silver Economy, on parle avant tout du client, du consommateur, de l'usager, in fine. Donc on est en train de mettre en place des dispositifs pour même accompagner tous nos porteurs de projets d'aide technique innovante pour pouvoir associer les personnes âgées de A à Z, de la conception à la réalisation du dispositif innovant, qui mieux que les caisses de retraite, puisqu'on est quand même en lien direct avec les personnes retraitées, qu'elles soient autonomes ou dépendantes, qui mieux que les personnes âgées pour pouvoir porter auprès des porteurs de projets les besoins et la connaissance des retraités. Frédéric Serrière, il vous reste juste 15 minutes pour les deux intervenants suivants et ensuite des questions à la salle. C'était une règle du jeu qu'on avait donnée ce matin. Voilà. C'est impératif pour qu'on soit à l'heure et que tout le monde soit satisfait. Donc justement, Merci. vous parliez de service à la personne. On va passer la parole à M. Bazot, qui dirige l'UNA 47, justement avec un recul sur le terrain au niveau du service à domicile et service à la personne. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Nicolas Bazot, directeur de l'UNA 47 et à ce titre, je représente aujourd'hui le réseau UNA. Le réseau UNA, c'est à peu près 850 structures en France et en Lot-et-Garonne plus précisément, puisque c'est mon département. On est 31 associations, 1300 salariés et à peu près 8000 usagers que l'on dessert tous les jours. Juste avant de partager ma vision et qui va reprendre beaucoup de points cités précédemment par la CNAV, donc en tout cas on se rejoint beaucoup sur beaucoup de sujets. Il faut rappeler que 32%, je dirais, de la population française en 2060 aura plus de 60 ans et que 77% de cette population actuelle souhaite vieillir au domicile. Donc ça, c'est un enjeu fort pour notre société de demain, c'est comment on va accompagner toutes ces personnes au vieillissement. Aujourd'hui, en termes de ressources humaines, nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens d'accompagner toutes ces personnes-là dans le futur si on n'évolue pas et si nos métiers n'évoluent pas. À ce titre, il y a eu la loi d'adaptation de la société au vieillissement de la population en 2015. Je dirais une loi, elle peut être toujours critiquable ou critiquée. En tout cas, elle a apporté quelques avancées significatives, notamment le fait qu'on a reconnu pour la première fois le rôle d'aidants familiaux au sein de la société. Et ça, c'est une première. C'est-à-dire qu'on a reconnu ce statut en donnant du droit au répit à l'aidant. C'est-à-dire qu'un aidant familial, c'est souvent la personne qui s'épuise avant le malade, entre guillemets, ou la personne dépendante. Ensuite, il y a une stratégie qui est mise en place actuellement par le ministère de la Santé, c'est la stratégie e-santé 2020, qui préconise et qui veut développer la médecine connectée et surtout qui veut encourager les co-innovations entre les professionnels de santé, les acteurs économiques et les usagers, c'est-à-dire remettre l'usager au centre. Pourquoi je dis ça? Parce que notre intervention dans l'aide à domicile, on essaye toujours de mettre l'usager au centre pour créer son parcours de vie personnalisé. Et ça, c'est important. Alors, la robotique, je dirais, dans notre secteur d'activité, elle est au balbutiement, c'est-à-dire elle existe par certaines initiatives, par certains dispositifs, certaines expérimentations. Nous, on a des projets au sein de Lot-et-Garonne. Si j'aurais le temps, je pourrais vous en développer un peu plus. Mais aujourd'hui, pour moi, elle revêt deux priorités. Et ça va reprendre ce que vous disiez. C'est-à-dire que la première priorité, c'est une priorité sociale. C'est-à-dire que
avant tout, notre métier et celui de demain, ça va être de prévenir. Et prévenir, pourquoi? Pour prévenir la perte de l'autonomie de la personne âgée. Et qui dit prévention dit notamment l'adaptation des logements pour prévenir les risques en termes de chute ou de perte de lien social avec la dépression. Le suicide chez les personnes âgées, c'est quand même un des plus gros taux de mortalité chez la personne âgée. Donc ça, c'est pas un facteur tabou. Il y avait le dispositif Mona Lisa qui a été initié pour prévenir le risque de suicide, donc c'est une réalité. Aujourd'hui, il faut simplement savoir que 6% des logements français sont adaptés. 6%. Ensuite, pour l'aide à domicile que je représente, moi, à mon avis, la priorité et les effets de cette robotique, c'est aussi un enjeu social. Pourquoi ? Vous l'avez rappelé, notre secteur d'activité, je le dis ironiquement, est très pourvoyeur en accident du travail. La CARSAT, ici présent en Aquitaine, pourra le témoigner, ce que vous avez dit. On est aussi très pourvoyeur d'arrêt maladie. Pourquoi ? Parce que à chaque domicile, chaque domicile est différent. Donc il faut à chaque fois essayer de le sécuriser au plus possible pour que l'intervention se passe le mieux possible. Et enfin, tout ce qui est trouble musculo-squelettique, c'est un des troubles les plus répandus dans notre secteur d'activité. Le lever de personnes, les transferts, les toilettes, je dirais les actes d'entretien du logement où il faut passer l'aspirateur avec les contorsions du dos. Voilà, on est très très pourvoyeur de TMS. Donc, en tant qu'employeur, je dirais responsable et militant pour l'économie sociale et solidaire, on se doit de mettre tout en œuvre, alors avec des programmes qui émergent, le programme Aida-Aider, effectivement, dont on participe. Il faut essayer de voir la robotique comme une complémentarité à l'aide humaine pour pouvoir soulager, je dirais, les actes, je dirais, que l'on peut faire à la robotique. Et c'est pour ça que demain, tout l'intérêt, il est là, c'est-à-dire qu'on travaille cette complémentarité. Aujourd'hui, elle n'existe pas, puisque aujourd'hui, la robotique n'est pas dans le domicile, pour plusieurs limites et pour plusieurs points. Donc, elle n'est pas encore au domicile. Par contre, demain, je suis sûr qu'elle y sera, et je l'espère. Enfin, il y a un autre facteur aussi, et là, c'est plutôt le syndicat employeur de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que nous, le réseau UNA, on se bat aussi pour la reconnaissance de nos métiers. Chaque fois qu'on parle d'aide à domicile, le lapsus le plus révélateur, c'est des femmes de ménage. Non, c'est un métier à part entière avec des diplômes qualifiants d'auxiliaire de vie ou d'assistante de vie aux familles. Et de même, peut-être que cette robotique, avec l'intégration dans les formations initiales ou continue, elle devra s'intégrer et peut-être que cette robotique amènera une plus-value et une reconnaissance de nos métiers parce qu'on devra aussi manipuler tous ces objets pour pouvoir la complémentarité entre les deux systèmes. Donc je vois aussi cette avancée comme une avancée sociale et une reconnaissance de nos métiers de demain. Enfin, ce que vous disiez, madame, sur la CNSA, je le partage pleinement et c'est le but de notre projet. Aujourd'hui, pourquoi aussi les objets n'arrivent pas au domicile? Qui c'est qui rentre aujourd'hui dans les domiciles? Aujourd'hui, il y a l'auxiliaire de vie, l'aide-soignante, l'infirmière, parfois le médecin, mais dans nos territoires, il y en a de moins en moins. Donc, ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui rentrent dans les domiciles avec des autres dispositifs de réseau ou de maillage, de clics qui vont sur des cas bien précis. Donc demain, il va falloir que l'on crée un écosystème. Ce que nous, on a imaginé, c'est avec une équipe pluridisciplinaire qui est interpellée par ces professionnels de terrain, une équipe pluridisciplinaire avec un médecin, un ergothérapeute, un psychologue, une assistante sociale, qui va faire une véritable évaluation au domicile pour le besoin et mettre en place le besoin, un objet qui répond, alors que ce soit un objet connecté ou un robot, qui répond à la véritable attente et aux besoins de l'individu, avec son évaluation aussi, c'est-à-dire qu'on prendra en compte sa demande. Et tout cela, cette équipe pluridisciplinaire, il faut la mettre dans un lieu de vie, un living lab. Alors ici, à Autonom Lab, je ne les ai pas vus, mais qui est très avancé sur ce sujet. On a un projet dans ce sens-là aussi, avec un lieu de vie où serait créé à côté un écosystème, c'est-à-dire des startups ou des entreprises de la silver economy, mais pas que, ou de la e-santé, qui pourraient venir tester leur innovation avec un laboratoire vivant, c'est-à-dire avec ses usagers. Ces innovations, une fois testées et évaluées, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qui manque, c'est les évaluations de ces objets. 30 secondes, du 30 secondes, voilà. Donc, par rapport à cela, donc, évaluées et qui bénéficieraient à cette équipe pluridisciplinaire. Et en fait, j'associerai bien sûr la formation
parce que la formation de demain doit prendre en compte l'habitat, la santé, les logements de demain doivent se construire aujourd'hui, la santé et le maintien à domicile, en associant tout ce qui est recherche et développement avec les laboratoires universitaires qui ont leur partie prégnante dans cet écosystème. Voilà un petit peu le projet et voilà la vision que l'on aura d'ici 20 ans, j'espère, en France. Enfin, la vision se sera transformée en concrétisation d'ici quelques années. Merci. Donc on a vu le côté domicile, maintenant on va voir le côté patient. Avec Madame Merci Connière. beaucoup d'avoir assuré la transition qui va me permettre d'être plus rapide, d'avoir pitié de vos estomacs. Effectivement, donc Pauline Coignard, médecin de médecine physique et réadaptation, également présidente de l'association Approche. La question que je souhaitais poser, c'était quelle place du milieu de la santé, de ces métiers de la santé, dans le dispositif que nous évoquons depuis ce matin. Alors, je pense qu'il y a effectivement deux places importantes. La place de l'évaluation, préconisation de cette nouvelle technologie pour un besoin donné, une personne donnée. Et pour les solutions, ça c'est pour les solutions qui ont déjà émergé, qui sont déjà disponibles sur le marché. Et pour les solutions qui n'ont pas encore émergé, comment ces milieux de la santé permettent de s'associer à l'émergence de nouveaux concepts. Alors sur cette première dimension, l'évaluation préconisation, il y a un véritable chemin clinique entre l'émergence du besoin et puis l'évaluation pluridisciplinaire, vous l'avez dit, la mise en situation. Il faut permettre à la personne d'être en situation avec les techniques, la nouvelle technologie, et pour ça s'appuyer sur des plateaux techniques. L'accompagnement du financement, l'accompagnement de l'acquisition de cette nouvelle technologie, ou de la location, ou du prêt, ou quel que soit le dispositif, jusqu'à l'appropriation. L'appropriation étant une étape parfois pas assez prise en considération, qui est essentielle, puisque c'est cette appropriation qui va permettre l'usage au long cours de la nouvelle technologie, permettre que cette nouvelle technologie ne soit pas mise dans un placard, sur une étagère, qu'elle puisse servir à quelqu'un d'autre si par hasard elle n'est pas utilisée, ou qu'on puisse en tout cas identifier les raisons pour lesquelles elle ne l'est pas. Alors pour que cette évaluation soit bien faite dans cet accompagnement de la préconisation, il faut une approche, vous l'avez compris, qui soit globale, qui soit personnalisée et qui soit pluridisciplinaire. Globale parce qu'on a une multiplicité de situations de handicap, des handicaps souvent intriqués dans le domaine de la motricité, de la cognition, de la sensorialité également. Et la personnalisation parce que même si comme le besoin est global, comme cette combinaison des besoins est unique à chaque personne, il va falloir personnaliser la réponse. Personnaliser aussi parce que les aides techniques et ces nouvelles technologies, elles ne sont pas directement utilisables par la personne, elles ont souvent besoin d'une adaptation. C'est d'ailleurs une revendication de l'usager. Les spécialistes de l'acceptabilité des sciences sociales nous disent qu'une aide technique, une nouvelle technologie, elle sera d'autant mieux acceptée qu'elle sera personnalisable. Ça permet d'avoir un meilleur contrôle sur la machine. Et puis pluridisciplinaire, parce que pour répondre à tous ces besoins, il faut des équipes aguerries à ces différents types de handicap et des équipes qui puissent s'appuyer sur des plateaux techniques, et des plateaux techniques souvent coûteux, qui doivent mener une veille technologique et être en capacité de permettre cette rencontre entre l'utilisateur final et ce qui existe sur le marché. Alors justement, aujourd'hui, où on est du marché, un certain nombre d'innovations sont en gestation, ne sont pas encore disponibles. Comment ces équipes pluridisciplinaires et ces usagers peuvent contribuer à leur émergence? Comment passer de l'idée au concept, au prototype, à la commercialisation? Et là, nous pensons qu'il faut être véritablement dans une démarche de co-conception, en s'appuyant sur les sciences sociales et leur concept d'acceptabilité. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il faut des lieux. Il faut des lieux où les usagers, les cliniciens, les chercheurs et les industriels peuvent se rencontrer. Ça, l'association Approche s'y attache depuis les années 90 à l'échelon national, permettre cette rencontre autour des personnes en cette question des nouvelles technologies au service des personnes en situation de handicap. Mais il faut également des réponses de proximité à l'échelon régional, local, avec une graduation dans l'offre de soins, une offre de soins
à l'échelon tout à fait local, mais également plus spécialisés avec des plateaux techniques qui peuvent être des plateaux de recours, qui auront cette spécialisation, qui auront cette expertise et qui permettront de venir en secours des équipes le plus proches de l'aide-soignante, de l'auxiliaire de vie au sein du domicile. Et là, dernier élément de réflexion, je pense que dans cette réflexion sur un maillage territorial de cette offre de soins au plus près du besoin du patient, il faut que nous puissions collaborer les milieux de la silver economy, des questions de la dépendance liée à l'âge, avec les milieux de la NPR, que moi je connais mieux, et le milieu dont je suis issue, et qui ont déjà cette expertise de la préconisation de la nouvelle technologie. On a déjà ce chemin clinique depuis l'évaluation jusqu'à la préconisation, la mise en situation, le prêt et l'appropriation. Et je pense qu'on a vraiment tout intérêt à travailler ensemble et partager nos compétences. Merci. On passe au débat avec la salle. Il y avait Madame Chevalier de la CNSA qui voulait intervenir. Je ne sais pas si dans la salle. Ce que je vais vous proposer, je vous raconte la fin de matinée. La fin de matinée, on a un petit débat avec la salle qui va durer un quart d'heure. Puis ensuite, monsieur David Danet et Bernard Mesuré font la synthèse de ce qu'ils ont entendu ce matin. Mais à un moment, juste avant la synthèse, je demanderai à deux intervenants de cet après-midi de nous dire en 3 minutes ce qu'ils ont ressenti de la matinée. Ce sera tout à l'heure Laurence de Villers, qui vient de la Sorbonne et du CNRS. Et puis, ce sera François Michon, qui arrive, lui, de Sherbrooke. Il arrive de tellement loin que j'ai oublié son nom, qui arrive de Sherbrooke. Hein, voilà. Dernière question. Alors, je ne suis pas sûre que ça fasse plaisir, mais vous ne pensez pas qu'en France, on idéalise un peu le maintien à domicile? On dit tout le monde veut le maintien à domicile. Alors qu'en fait, parfois, moi j'ai très concrètement plein d'exemples autour de moi où les gens sont beaucoup plus heureux une fois qu'on a trouvé une autre solution, finalement. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens seuls, effectivement, et la seule visite qu'ils ont, c'est effectivement le matin, on les lève, on passe au déjeuner, et finalement, la sociabilisation, et je pense qu'il y a une vraie pression culturelle là-dessus sur on n'est pas des bons aidants si on les a pas, on n'a pas tout ce qu'il faut, fait tout ce qu'il faut pour qu'ils restent chez eux. Alors qu'en fait, finalement, ils peuvent être très heureux et mieux autrement. Donc il y aurait un vrai discours. Monsieur Basso, je pense que c'est un peu pour vous. Moi, je principe, encore une fois, que c'est le choix de vie de la personne. Et effectivement, c'est son choix qui doit primer. C'est-à-dire, s'il est plus heureux à son domicile, pourquoi l'enlever de son domicile? Par contre, s'il veut aller à l'institution parce qu'il se sent seul ou qu'il a d'autres problématiques, il faut effectivement l'accompagner vers cette solution-là. Et en même temps, ça pose le problème. Comment aussi on passe du domicile à l'institution? Et parfois, ce cap est difficile. Donc, il faut aussi l'anticiper. Et la relation des services d'aide à domicile avec les établissements ou les institutions doit être encore plus renforcée parce que ça se travaille, une entrée dans l'établissement, quand on a vécu toute sa vie à domicile. Après, l'idéalisation, je ne sais pas, aujourd'hui ce sont des sondages. Alors les sondages, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut, je dirais, mais moi ce que je vois concrètement sur le département, c'est que dans nos campagnes, en milieu rural, la personne attachée à sa terre, effectivement, elle reste attachée à sa terre. Et donc le plus longtemps possible, elle essaiera de rester, quitte à se mettre, parfois, je vous rejoins, en insécurité puisque son logement ou ses conditions de vie ne sont plus adaptées. Mais ça, c'est un autre débat. Après, sur l'idéalisation, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. En tout cas, concrètement, sur le terrain, on ressent ça. Et je te dis, c'est vraiment le choix de vie de la personne qui doit primer. Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas seulement les personnes dépendantes qu'il faut proposer, il y a les personnes qui commencent de temps en temps à éventuellement avoir un risque de chute, donc qui sont encore autonomes et qui, moi je le vois, j'ai l'exemple très concret, qui est beaucoup plus heureuse en RPA maintenant qu'elle ne l'était chez elle. Et en plus en sécurité. Autre question ? Bonjour, Pascal Jeannot. J'essaie de représenter les aidants au travers de notre site internet, la maison des aidants, aidantsmouvement.com. J'en profite puisque madame, juste devant moi,
évoqué une piste comme quoi, effectivement, on peut se poser la question pour les personnes dépendantes rester à domicile ou rentrer en institution. Bon, je crois qu'il n'y a pas trop de débat en fait autour de cette situation, puisque M. Bazot nous a donné un chiffre tout à l'heure qui est sans équivoque. Ceci étant dit, il y a une réalité, et je n'ai pas beaucoup entendu parler de la robotique qui pourrait rendre service aux aidants. Alors, juste un correctif, j'entends souvent parler de, enfin, ce matin, aidants familiaux, aidants professionnels. Il n'y a que des aidants de proches tout court. Tous les autres sont des professionnels de l'accompagnement qui sont rémunérés pour cela. Un aidant, par définition, il est bénévole. Un autre chiffre, c'est 11 millions d'aidants. Alors on est dans la silver economy, certes, mais si, comme dit Frédéric Serrière, grosso modo, ils se répartissent tant pour une moitié sur le champ de l'handicap et l'autre moitié sur le champ de la gérontologie, on pourrait parler de 5 millions d'aidants, effectivement, si on reste dans le cadre de la silver économique. Mais si on le dépasse un tout petit peu, c'est 11 millions d'aidants qui, au quotidien, se posent la question réellement, comment je fais, moi, pendant les 22 heures qui restent par jour, où je suis seul avec mon proche. Parce que la réalité économique, pour M. Bazot l'a pas dit vraiment, mais la réalité économique, c'est aujourd'hui à peu près 2 heures à 3 heures par jour de prise en charge d'un professionnel dans un domicile financé. Et là, je suis même dans des chiffres et des amplitudes horaires qui sont un petit peu larges. Voilà. La réalité, c'est que ces aidants sont, alors, soit dans le domicile de leurs proches, mais dans la majorité des cas, sont éloignés de leurs proches. Et donc, l'inquiétude permanente, c'est que devient mon proche pendant que je ne suis pas là? Est-ce que je peux m'absenter parce que mon proche est tout seul? Et nous y voyons, nous, dans l'arrivée de la robotique, mais pas que, dans la domotique aussi, et toutes les technologies qui sont en train de se développer aujourd'hui, tout un ensemble de choses, d'éléments, qui vont permettre la pérennisation du maintien à domicile, mais en toute sécurité, avec la possibilité de mettre des alarmes à un moment crucial et d'être dans le cadre de la prévention. Ça a été dit tout à l'heure. Et donc, un discours qui pourrait être entendu un petit peu prudent, qui a l'air de dire « attention, les robots risquent de prendre des emplois ou risquent d'être peut-être trop en avance par rapport à l'état d'esprit de la société ou même peut-être des aidants ». Une réalité sur le terrain, c'est que ces aidants demandent du matériel, demandent des technologies, demandent éventuellement même ces robots qui pourront les assister pour leur permettre de s'absenter, pour leur permettre d'être à distance, pour leur permettre de continuer à voir et à converser avec leurs proches malgré leurs contraintes professionnelles. Merci. Merci pour cette vision. Madame Chevalier de la CNSA, si vous vouliez intervenir ou si vous vouliez. D'accord, ok, je ne savais pas. Bon, alors, autre question. Monsieur, allez-y. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais demander à Laurence de Villers de nous faire un petit commentaire de ce qu'elle a ressenti de cette matinée. Donc, vous nous redites, parce que vous interviendrez cet après-midi, un peu votre profil. Et puis, vous faites comme vous voulez, mais ce sera mieux si vous levez. C'est mieux de vous voir. Merci pour me donner le droit de vous parler aussi. Donc moi, je suis professeure à la Sorbonne en informatique et je travaille sur l'interaction humain-machine dans un laboratoire du CNRS. J'ai la grande chance d'avoir travaillé avec Approche et avec l'hôpital Broca. On a fait des tests avec des personnes âgées, avec des systèmes qui interagissaient autour de scénarios de vie de tous les jours. Je travaille aussi beaucoup avec Rodolphe Gélin sur les robots Pepper et Nao. Donc on a une vraie visibilité de l'usage aussi qu'on pourrait faire de ces machines. Ce qu'on n'a pas encore, c'est beaucoup de tests, comme vous l'avez souligné, sur le long terme. À chaque fois, c'est des tests qui sont ponctuels. On va en sortir quelques informations d'acceptabilité, etc. En général, les gens s'engagent assez volontiers dans l'interaction avec ces machines et sont plutôt contents qu'on vienne leur proposer ce genre de machines. Maintenant, sur le long terme, ça ne veut pas dire qu'ils seraient les premiers à les utiliser. Donc, il y a un énorme travail de confiance à faire. Alors, il y a un point extrêmement important qui me semble ne pas avoir été trop
trop étudié ce matin. Il y a eu des questions autour de ça, quelques réponses pour lesquelles je ne suis pas exactement d'accord avec les points de vue. C'est l'éthique. C'est-à-dire que pour moi, l'éthique, c'est un sujet qui est actuel. On nous masque les problèmes de peur de la société avec les problèmes du transhumanisme. On va nous piquer tous nos emplois. La machine va devenir super intelligente. Elle va nous surveiller tout le temps. Donc on a tout un tas de peurs qui sont transférées par les médias. L'IA super intelligente, etc. Donc ça, je pourrais en parler plus précisément, mais surtout, ça vous masque en fait des problèmes éthiques qui sont réels, c'est-à-dire que lorsqu'on va mettre une personne âgée, ou pas âgée d'ailleurs, avec un robot 24 heures sur 24, parce qu'elle est dépressive, parce qu'elle a besoin d'avoir une attention continue, ce qui n'est pas du tout remplacement d'une personne aidante, qui sera complémentaire, eh bien, il va se passer ce que moi j'appelle une coévolution entre la personne et la machine. Et c'est important de l'anticiper. L'éthique, c'est une philosophie d'anticipation, de compréhension des phénomènes qu'on va pouvoir observer ensuite et qui vont mener en fait à des décisions de différents ordres. Donc je vais vous donner, pour moi, il y a 4 leviers importants. Il y a le fait, effectivement, de éduquer les gens qui sont en robotique, qui doivent être conscients que quand ils font une machine, il faut penser à l'éthique dès sa conception. On parle d'éthique by design. Éduquer les journalistes qui racontent des choses qui sont un peu borderline, souvent, parce qu'ils ne connaissent pas la technologie. Éduquer les politiques pour qu'ils comprennent aussi les vrais enjeux. Éduquer les jeunes pour avoir confiance dans ces machines. Donc, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation à faire. Deuxième chose, il faut qu'on régule ces machines. La régulation, ce n'est pas seulement mettre des lois juridiques, c'est effectivement aussi mettre des garde-fous dans ces machines. Donc on travaille beaucoup, notamment avec l'association I3E, qui est une association savante, qui regroupe 420 000 chercheurs au monde et qui a pignon sur rue dans 160 pays. Donc c'est pas n'importe qui. Et on travaille sur une charte éthique et sur des règles morales qu'on pourrait insérer dans des robots. Donc savoir quelles règles on met, ça dépend de la culture, de la tâche, des fonctionnalités du robot. C'est extrêmement complexe, mais on peut imaginer quand même pouvoir programmer un certain nombre de règles sur un robot qui nous permettent ensuite de pouvoir l'utiliser et de vérifier son comportement. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, la juridiction derrière devrait découler pour vérifier que les robots qui seraient devant vous plus tard auraient ces garde-fous. Alors, il y a une rupture technologique aussi, dont on a parlé un peu ce matin, qui est fondamentale, c'est les machines auto-apprenantes. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'apprentissage en continu. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, Microsoft Tai, par exemple, c'était un exemple. C'était donc un agent sur Twitter qui a commencé à apprendre des internautes à tenir des propos injurieux, nazis, etc. En 48 heures, il avait changé son discours. Parce qu'il était capable, en fait, d'apprendre de ce que lui disaient les personnes ce que disaient les personnes en face. Du coup, il faut faire attention. Si on fait des machines qui peuvent apprendre en interaction avec nous, il faut aussi vérifier ce qu'elles apprennent. Ça veut dire pouvoir évaluer en continu. Et cette évaluation en continu, on doit la penser dès maintenant. Alors c'est sous forme de permis, c'est sous forme... On peut imaginer aussi que chaque individu qui va acheter son robot sera responsable de son éducation. Mais c'est aussi des contenus qui sont importants à comprendre dès maintenant. Et l'éducation aussi de nos enfants, j'ai entendu parler de ça ce matin, c'est fondamental pour moi. À l'école, il faut apprendre à faire des robots. D'abord, ça nous permettra de faire de l'algorithmique de façon plus intelligente que sur une calculette, ce qu'on fait à l'heure actuelle en première. Ça sera plus amusant et ça sera visuellement plus facile pour un enfant de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une boucle, une répétition d'instructions. Je pense qu'il faut aussi éviter ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire en fait un fossé entre les gens qui connaissent ces technologies, qui vous parlent de deep learning, c'est fantastique, toute l'IA, tout ce qu'elle peut faire. Arrêtons-nous tout de suite, c'est pas vrai, c'est des mathématiques. Il faut juste arriver à expliquer de façon assez simple au grand public ce que sont ces différentes technologies, comment les appréhender au mieux, et je pense que l'éthique est fondamentale dès maintenant. Attention. D'accord. Je suis d'accord. Moi, on m'a demandé de résumer en quelques mots ce que j'ai entendu ce matin. Moi, je tenais à dire d'entrée de jeu, je suis vraiment impressionné. Je trouve ça emballant que l'ensemble des intervenants puis le milieu que vous mobilisez aujourd'hui dans le cadre du colloque, j'ai pas vu ça, moi, au Québec. La concertation aussi forte
entre le milieu des affaires, le milieu des organismes aidants et les technologues ou les chercheurs et l'entreprise. C'est très intéressant, très emballant à regarder. On est, je crois, à un moment très important parce qu'on vient à la convergence des capacités technologiques qui nous permettent de faire des robots et les déployer dans la vraie vie, avec l'accessibilité économique de plateformes qui sont capables d'être mobiles, de percevoir et de bouger. Un peu grâce à une poussée de l'industrie automobile avec les capteurs maintenant qu'on place sur les véhicules, l'industrie robotique nécessairement. L'industrie du jeu aussi est beaucoup derrière ça. On pense à la caméra Kinect qui nous ouvre des portes même au niveau du domaine de la robotique. Et le marketing, on vient de parler de big data et d'algorithmes d'apprentissage. C'est ces industries-là qui nous poussent un peu avec l'industrie de la robotique à pouvoir penser à des usages puis à des pratiques comme on discute aujourd'hui. Moi, je le vois, je suis un chercheur, ingénieur qui conçoit des robots. Puis moi, je vois le robot comme le cas ultime de réadaptation. Un robot, à la base, c'est un cerveau qui évolue en plus dans le temps en fonction des progrès technologiques, mais auquel, pour en faire un robot, on doit lui donner des capacités de mobilité, de perception, d'action, d'interaction physique, tactile et autres, pour ensuite travailler sur son intelligence. Donc, en faisant, si on regarde les recherches qu'on fait en robotique intelligente, il y a beaucoup des technologies qu'on développe ou des modules qu'on développe qui ont des potentiels à l'aide aux personnes âgées. C'est un peu la motivation que je vais parler cet après-midi. Mais ce que j'ai entendu ce matin, c'est qu'il y a beaucoup de besoins au niveau de cette population-là, de l'aide au domicile. Il y a une foule d'acteurs, d'intervenants. Vous avez un écosystème vraiment intéressant pour pouvoir mettre en œuvre, identifier les problématiques sur lesquelles on doit travailler. Il y a beaucoup de capacités technologiques de disponibles. Ce qui est encourageant, c'est qu'il y a vraiment un vecteur de développement commercial pour ramener les technologies sur le marché, puis on y est presque. Il y a maintenant des technologies pour pas trop cher. Puis l'écosystème, ça on a entendu parler aussi très bien. Il faut penser à comment on va insérer ces technologies-là dans les milieux. Comment, puis on a j'ai peut-être moins entendu parler, comment la technologie peut s'insérer dans la pratique de soins qui est plus conventionnelle ou plus traditionnelle. Justement, quand on parlait de données, la validité des données, on ne peut pas placer des données, n'importe quelle donnée dans des dossiers patients électroniques parce que ça implique la responsabilité légale du médecin traitant. C'est toutes des considérations qu'il faut absolument prendre en considération dès le départ, puis ça, j'ai entendu bien ça. Donc, l'approche intégrale, intégrée, pluridisciplinaire, c'est essentiel pour y arriver. Puis, dans le fond, ce que je constate, puis ce qui est emballant, c'est qu'on est vraiment au bon endroit dans ce colloque-là pour en parler. Donc, je vous félicite, l'organisation, le comité organisateur, c'est très intéressant. Puis, on va probablement avoir des éléments aussi surprenants cet après-midi dans les autres interventions. Fait que merci beaucoup.